BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. On va parler d'actu, de fiscalité, évidemment. C'est la période d'événements aussi, parce qu'il y en a un qui nous intéresse samedi, c'est Surfing Bitcoin. On va y revenir. Mes invités aujourd'hui, Jonathan Erskovici, fondateur de Stackinsat, Surfing Bitcoin, évidemment, depuis le jour 1. On va en parler parce que c'est la 6e édition, samedi. Et Alexandre Lourimi, avocat associé chez Orwell. C'est la période fiscale, là. On a beaucoup de questions à vous poser, Alexandre. Vous nous écrivez crypto@bfmbusiness.fr, toutes les réponses à toutes vos questions, que vous soyez particulièrement intéressé, complètement débutant dans le Bitcoin et dans les cryptos. On vous répond jeudi dans l'émission. BFM Crypto, le club, c'est parti. On va commencer par l'actualité, le cours du Bitcoin. Là, en ce début de semaine, on va voir combien il donne. Il me semble qu'il était à 80... Ah bah non, 89, ça a même augmenté. Ça remonte, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonathan, de ce cours? C'était plus bas la semaine dernière, alors, Sandra, réponse classique. Effectivement, le prix du Bitcoin, c'est sur un marché. Donc évidemment, ça monte et ça descend. Oui. Nous, en gros, encore une fois, chez Stackinsat, on ne s'intéresse pas à l'évolution court terme du prix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus son utilité en tant que réserve de valeur, moyen de paiement. Oui. Et on préfère prendre un peu plus de hauteur et voir Bitcoin sur un horizon plutôt long terme de 4 ans. Même si je sais que ça anime tous les jours tes émissions sur l'évolution du prix, mais nous, effectivement, on préfère prendre un peu plus de on sait, on reste dans la même zone de stabilité, quoi qu'il arrive, à 5 000 $ près. On sait que c'est pas particulièrement... Effectivement, après, ce qui fait réagir, c'est que peut-être il y a une instabilité politique, géopolitique. Tous les partenaires du monde, les blocs, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Europe, ne savent pas du tout ce qui va se passer, ne serait-ce que demain, et ça peut encore changer, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça a une influence sur le cours et sur l'adoption de façon générale, ou l'intérêt que ça peut susciter, peut-être, Alexandre? Moi, j'ai plutôt le regard juridique, mais c'est vrai qu'on sent qu'en tout cas, c'est des éléments qui peut-être ont des effets à court terme sur le cours. Après, les bitcoiners, comme Jonathan, et j'ai plutôt tendance à partager leur avis, ont une vision beaucoup plus long terme et considèrent que ces micro-effets en fait, temporaires sont assez... indifférent finalement sur la vision long terme du Bitcoin. Mais effectivement, quand on voit que BlackRock rachète je ne sais pas combien de centaines de Bitcoins récemment, quand on voit qu'on a une libéralisation du secteur aux États-Unis, ça peut avoir qu'un impact positif. Oui, Jonathan, cette instabilité générale. Sandra, effectivement, on n'est pas à l'abri, évidemment, toujours d'un move de Donald Trump. Effectivement, les décisions aussi de politique monétaire peuvent contribuer à l'évolution du prix à court terme. Ouais. Il y a effectivement différents éléments qui peuvent expliquer l'évolution du prix. Mais encore une fois, et comme Alexandre vient de le répéter, nous on le répète aussi constamment, et c'est ce qu'on va répéter aussi à Surfing Bitcoin. Bitcoin, il faut le voir non pas comme un actif spéculatif à court terme, contrairement à d'autres cryptos qui n'ont pas encore démontré leur utilité. Là, Bitcoin, c'est vraiment quelque chose de solide qui va s'inscrire dans le temps long. Et il faut éviter de surréagir par rapport aux éléments macro ou microéconomiques de court terme. Après, éléments micro ou macro, d'accord. Après, il y a la législation. Ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a pas mal fait réagir la fin d'année dernière, début d'année. La deuxième arrivée de Donald Trump, on espérait beaucoup. Là, la prochaine échéance, a priori, la loi sur la structuration un petit peu du marché, ça arriverait au mois d'août. Là, peut-être potentiellement, il peut y avoir quand même des mouvements d'ici là, en fait, d'ici les 3-4 mois qui viennent. Là, effectivement, on a Paul Atkins qui a été nommé. Il y a aussi effectivement Powell, où effectivement on parle potentiellement d'un remplacement. Enfin, il y a toujours énormément d'actualités. Et encore une fois, avec Trump, tout est possible. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Ça a eu des impacts positifs, mais extrêmement négatifs aussi. Donc, je suis très, très prudent par rapport à ça. Donc voilà, je préfère encore une fois m'inscrire sur du temps long et pas réagir aux éléments de court terme. Vous avez republié quelques heures une étude qui disait que Bitcoin pourrait atteindre 1 million en 2027 ? Alors effectivement, encore une fois, nous on se positionne sur le temps long et on part du principe que Bitcoin est utile, encore une fois, d'un point de vue réserve de valeur et moyen de paiement. Et dans ce cadre-là, on peut
espérer, en tout cas, beaucoup de bitcoiners le pensent aussi, que Bitcoin pourra un jour devenir un étalon monétaire mondial, comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Et lorsqu'on part de ce principe-là, on voit aujourd'hui que la capitalisation de l'or, si je ne dis pas de bêtises, est à plus de 21 trillions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et Bitcoin, je crois qu'on est à 1,7 trillions. Donc, on a un potentiel d'appréciation de x12, ce qui reste quand même très important, évidemment, si on est convaincu que Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial. Mais c'est vrai que lorsqu'on dit Bitcoin, c'est trop tard pour investir, on a touché le point haut à 110 000 dollars en janvier. Bon, ça, il y a toujours des détracteurs qui disent ce genre de choses et que Bitcoin est une bulle. Mais en fait, Bitcoin, c'est plutôt une succession de bulles. Et la prochaine bulle, ça va être évidemment les 1 million de dollars. Après, à quelle échéance, je n'en sais rien. Ouais. Est-ce que c'est dans les 3 ans, comme le disait cette étude, ou plus dans les 10 ou 15 ans? C'est ce que je pense personnellement. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est inéluctable. Bitcoin atteindra un jour 1 million de dollars. On va revenir évidemment sur l'actualité de cette semaine. Il y a eu l'appareil Blockchain Week il y a quelques jours, mais le prochain événement, c'est samedi. C'est à Bordeaux. Ça s'appelle Surfing Bitcoin et c'est la 6e édition. Et là, pour une fois, ça ne va pas être consacré aux professionnels, aux partenaires auxquels vous avez affaire finalement assez habituellement. C'est de la pédagogie. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui va y venir. C'est ça. On est très très fiers d'organiser cette 6e édition de Surfing Bitcoin. Cette fois, effectivement, on est plus sur un angle exclusivement débutant, qu'on appelle crypto-curieux, voire même les sceptiques. Crypto-curieux, pas Bitcoin-curieux. De toute façon, nous, on s'intéresse à un large public. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, les gens aussi associent malheureusement Bitcoin au crypto. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs essayer de démontrer, que Bitcoin est bien différent des autres cryptos. Ouais. En tout cas, l'objectif, c'est là, avec le renouvellement finalement de la clientèle, parce que Bitcoin a atteint les 100 000 dollars. Il y a eu énormément d'engouement autour de Bitcoin sur les 12-18 derniers mois. Donc, on a des nouveaux entrants. Et ces nouveaux entrants, il faut les éduquer, tout simplement. Donc, c'est pour ça que, contrairement aux années précédentes, où on était plutôt sur un format hybride, parce qu'on avait quand même ce positionnement pour les débutants. Ouais. Là, cette fois, c'est vraiment exclusivement pour les débutants, les sceptiques. Et l'idée, c'est tout simplement d'expliquer Bitcoin, sortir des idées reçues, expliquer comment Bitcoin fonctionne, pourquoi a-t-il été créé, sortir du prisme aussi purement spéculatif, parce que souvent Bitcoin est associé à l'évolution de son prix. Et c'est ce que nous, on se tue à essayer de dire aux gens, c'est que Bitcoin est utile, et on va essayer de démontrer pourquoi est-ce que Bitcoin est utile, et de sortir vraiment du prisme du prix. On va évidemment parler de Bitcoin et son potentiel d'atout en termes écologiques, contrairement à ce qui est dit, même si là, en fait, on a vu politiquement que cet angle commence à prendre de plus en plus de place. Enfin, l'idée, c'est aussi de montrer à quel point le système actuel a des inefficiences. On va repartir des bases, justement, de l'économie, de la création monétaire, du système bancaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, pour démontrer encore une fois ces inefficiences et montrer à quel point Bitcoin est utile et à quel point Bitcoin a sa place dans les prochaines années. Oui, tel qu'il ne fonctionne pas parfois, parce qu'on sort de 4 jours où il ne s'est absolument rien passé du côté des banques. Et ça, effectivement, il faut en parler, c'est une vraie différence. On va revenir tout à l'heure sur la fiscalité avec vous, Alexandre Lourimi, mais c'est important, cette pédagogie qu'on fait aujourd'hui autour de l'investisseur, le futur investisseur. Il évolue son profil, d'après ce que vous voyez ces dernières années, vous ? Oui, je pense que c'est fondamental, parce que la réglementation, c'est très important, mais la réglementation ne peut pas protéger tout le monde contre tout. Et c'est, à mon avis, un préalable avant un investissement mesuré. On en parlait un peu avant le plateau. On a beaucoup d'escroqueries, d'arnaques, oui, dans lesquelles tout un tas de profils tombent par manque finalement d'éducation, de connaissances de mécanismes basiques comme de l'autoconservation de Bitcoin, ce genre de choses. Donc c'est fondamental. On voit que ça a un effet sur les profils, parce qu'aujourd'hui, moi je suis fiscaliste, j'ai pas mal de gens qui me consultent et qui ont un point de vue arrêté sur les actifs dans lesquels ils investissent. Il y a quelques années, enfin pendant le précédent bull market de 2021, les gens investissaient dans la crypto. Aujourd'hui, le discours déjà Bitcoin n'est pas égal à crypto commence à imprimer dans la tête des gens, dans la tête des autorités, dans la tête de certaines institutions financières aussi.
Donc je pense que ce n'est pas des efforts qui sont vains et c'est fondamental. En quoi c'est important de distinguer les deux, ceux qui distinguent et qui disent que Bitcoin est vraiment la crypto qui fonctionne réellement, sur laquelle on peut s'appuyer, on les appelle les maximalistes, vous en êtes. En quoi c'est important aujourd'hui justement de faire cette distinction? C'est une question de crédibilité? Alors déjà, moi, je préfère aussi commencer ma réponse par le fait que je n'ai rien contre les cryptos en soi. Je pense que elles pourront peut-être démontrer leur utilité un jour. Je pense que c'est utile pour un terrain d'innovation. Et effectivement, je pense que les cryptos, de manière générale, ont quand même un certain avenir. Néanmoins, depuis que je suis dans cet écosystème, on a cet amalgame qui est systématique entre Bitcoin et les cryptos. Et c'est ça que nous, en fait, on essaie de... Enfin, notre combat, en fait, avec Surfing Bitcoin et Stackinsat, c'est vraiment faire en sorte que les gens comprennent que c'est vraiment deux choses différentes. Et malheureusement, les médias traditionnels, c'est pas le cas de BFM Crypto, contribuent en fait à cet amalgame Web3, NFT, IA, blockchain, Bitcoin. Enfin bref, en gros, les gens, on va dire normaux, qui ne sont pas dans notre écosystème, finalement se perdent dans tous ces jargons, dans tous ces sigles. Et c'est pour ça qu'on matraque un peu ce discours Bitcoin, notre crypto, pour que justement les gens, on va dire lambda, puissent vraiment comprendre la révolution Bitcoin et qu'elle est bien distincte de la révolution Web3 crypto, où souvent, en fait, l'utilité n'a pas encore été démontrée. Et oui, je tiens à le dire, c'est un peu comme des biotech, quelque part, où vous investissez dans un potentiel. Mais là, effectivement, à ma connaissance, même Ethereum, encore aujourd'hui, peine à démontrer son utilité, parce que les plus gros défenseurs d'Ethereum commencent vraiment à se désengager, parce qu'ils commencent à comprendre que l'utilité, finalement, les promesses d'Ethereum du départ ne sont pas forcément réalisées. Il y a d'autres cryptos qui vont concurrencer justement Ethereum sur ces plates-bandes, mais en tout cas, personne ne pourra concurrencer Bitcoin. Et there is no second best, comme dirait Michael Saylor. C'est seulement Bitcoin et uniquement Bitcoin. Alors concrètement, samedi à Bordeaux, il y aura quoi? Il y aura des ateliers, il y aura des conférences, il y aura qui sur scène? Voilà, alors en gros, nous on a essayé de construire ce programme sous forme d'entonnoir. L'idée, encore une fois, c'est d'adresser vraiment des gens qui n'y connaissent rien. Vraiment, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, parce que souvent, en fait, souvent les gens ont peur lorsqu'on parle Bitcoin, c'est compliqué, etc. Les gens ont beaucoup d'a priori. Donc on a commencé donc la matinée par justement, c'est quoi le système monétaire? Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Justement, quelle est son histoire? L'histoire justement de Bretton Woods, l'histoire que du coup, depuis Bretton Woods, finalement, l'argent aujourd'hui ne repose sur rien. L'argent repose uniquement sur la confiance que les gens ont dans le système. Donc ça, ce sera Nathalie Janson, qui est une habituée de ce plateau, qui justement fera cette présentation. Ensuite, on aura une présentation plus sur le système bancaire. Comment est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'effectivement, pour la quasi-intégralité des gens, personne ne sait concrètement comment ça marche. Oui. Typiquement, un paiement. Lorsque vous payez par carte bancaire, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les intermédiaires? Et c'est là où on verra justement qu'il y a énormément d'intermédiaires, qu'il y a énormément d'argent inutilement dépensé, à mon sens. Donc ça, c'est vraiment pour identifier les inefficiences du système monétaire et bancaire, pour arriver progressivement sur le thème du jour, qui est Bitcoin pour les nuls. Donc repartir des bases, comprendre quel a été finalement le projet de Satoshi Nakamoto, et comment concrètement est-ce qu'on peut utiliser Bitcoin au quotidien, à la fois en tant que monnaie, en tout cas moyen de paiement, et en tant que réserve de valeur. Payer, en acheter, en vendre en pleine nuit si on a envie, et même pendant le week-end de Pâques, qui est un des week-ends de l'année où il n'y a pas du tout de service bancaire pendant 4 jours. Hein, c'est comme à Noël, par exemple, ou le 1er mai. Ça vous agace beaucoup, ça, Jonathan? C'est vrai que ça fait partie des inefficiences du système, et ça, c'est le système de paiement basé sur Target 2. Et effectivement, ce système... forcément a une dimension humaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où tout est automatisé. Finalement, non. En fait, il y a un certain nombre de contrôles humains. Alors, quelque part, ça peut être rassurant de se dire que les gens prennent 4 jours de repos pour le système bancaire. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, avec un système mondialisé dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'on peut se dire que pendant 4 jours, il n'y aura pas de virement
bancaire, virement SEPA. C'est incroyable. Alors même si pour nuancer, il y avait quand même la possibilité de faire des virements instantanés, parce qu'il n'y a pas de réconciliation derrière sur Euroclear. Bon, là, c'est un peu compliqué. Mais bref, tout ça pour dire que le système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui a un certain nombre d'inefficiences, et notamment, et là, on l'a démontré pendant ces 4 derniers jours, que il y a 4 jours où la banque, en fait, ne permet pas de réaliser sa promesse, à savoir pouvoir faire des transactions entre individus. Ce qui est finalement une aberration quand on travaille beaucoup sur la blockchain. Pour moi, c'est une aberration totale. Et justement, c'est un des points que Bitcoin apporte, ou les cryptos de manière générale apportent au système bancaire traditionnel. J'ai une dernière question. Après, on passera à la fiscalité, aux questions qu'on a concrètement sur cette période fiscale. Mais justement, le système bancaire, il y a une hybridation qui est en train de se faire. Les deux systèmes, que ce soit le système de finances traditionnel ou le système décentralisé, sont en train de travailler de plus en plus ensemble. Chacun y voit son intérêt. Mais les systèmes bancaires construisent des briques, ils ne se mêlent pas finalement de ce système technique. Est-ce qu'à un moment, vous pensez que ce sera possible, peut-être d'avoir tout le système bancaire sur la blockchain, ou alors c'est complètement irréaliste, techniquement ce ne sera pas possible? Alors, excellente question, et je pense quelque part que l'histoire est en train de s'écrire d'ailleurs actuellement. Alors, de gré ou de force, je ne sais pas, mais avec la nouvelle réglementation MiCA, finalement, c'est justement cette hybridation dont vous parliez qui pourra, je pense, se concrétiser. Ouais. Parce que finalement, les acteurs vont être obligés de trouver des synergies entre ces deux mondes. Et je pense honnêtement que c'est possible. Alors après, en Europe, ça va prendre du temps parce que... Il faut une acceptation des autorités. Voilà, ça va être long et contraignant. Ouais. Après, aux États-Unis, probablement que ça va bouger beaucoup plus vite. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, c'est inéluctable également de voir cette hybridation entre finalement la blockchain, les services crypto de manière générale et le système traditionnel, parce qu'il a besoin de se renouveler, d'innover et justement de s'appuyer sur les technologies actuelles qui ne faire que se développer dans les années à venir. On a l'impression que ça se développe tous les jours, que ça change tous les jours, cet écosystème et ces liens qu'il y a entre les deux mondes, en fait. Complètement. Ouais. On va parler de fiscalité. Vous restez bien sûr sur ce plateau, Jonathan, parce que voilà, ça y est, on y est, cette période tant redoutée, la période fiscale. Et si vous avez des cryptos, c'est encore plus compliqué qu'avant. Alexandre Lourimi, vous travaillez là-dessus, spécifiquement. On va parler un peu de méthode. J'ai des cryptos. Qu'est-ce que je fais en amont de ma déclaration? Pour le moment, on est encore un peu avant. On a encore quelques jours, quelques semaines pour tout déclarer sur le site. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Alors, là, la déclaration est ouverte. Donc, on peut déjà déposer sa déclaration et on a jusque, selon les départements, fin avril ou fin mai ou début juin. On va devoir se préoccuper de la partie crypto de sa déclaration dans 2 cas, en fait. Le premier, c'est si on avait des comptes de crypto ouverts hors de France en 2024. Donc un compte crypto ouvert hors de France, c'est un compte ouvert auprès d'une entreprise qui détient des cryptos pour notre compte. Donc un compte sur Stackinsat qui est d'ailleurs en France, mais qui ne détient pas des cryptos pour le compte des clients, ne doit pas être déclaré. Un compte, une clé Ledger ne doit pas être déclarée. Parce qu'en fait, on détient les cryptos en direct. Par contre, si j'ai un compte ouvert sur Coinbase ou sur Kraken ou sur une plateforme étrangère sur laquelle j'ai en dépôt des cryptos, je vais devoir déclarer l'existence de ce compte. Je vais devoir seulement déclarer l'existence de ce compte avec la date d'ouverture, mais je ne vais pas devoir fournir d'éléments sur ce qu'il y a dessus, sur les transactions que j'ai réalisées. Ça, c'est super important parce que tout le monde me pose cette question. C'est assez simple, en fait. Il suffit juste de dire « j'ai un compte ici, je l'ai ouvert à telle date ». Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et donc, il faut le faire même si on n'a pas vendu de crypto en 2024. Mais on avait déjà cette question en 2023. Si on l'avait déjà déclaré, par exemple, est-ce que c'est automatiquement renouvelé ou est-ce qu'il faut le redire? Ça, c'est super important aussi parce que c'est pas très instinctif. Il faut le redire. Il faut le redire. Il faut le redire chaque année jusqu'à l'année de fermeture. Donc, normalement, c'est facilité parce que c'est reporté automatiquement, mais il faut quand même confirmer qu'il existe toujours. Donc il y a une formalité à faire et on pourra y venir plus tard. Le fait de ne pas faire cette formalité entraîne des conséquences potentiellement assez importantes et ça ne prend pas beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est si on a vendu des cryptos en monnaie légale ou qu'on a utilisé des cryptos en paiement, on parlait du paiement, en paiement de biens ou de services. Dans ce cas-là, en fait, fiscalement, on a généré une cession imposable qui va devoir être déclarée et au titre de laquelle on va devoir calculer une plus-value ou une moins-value.
Pour calculer cette plus-value, les investisseurs vont devoir déclarer le prix d'acquisition de leur portefeuille de crypto, sa valeur au moment de la vente réalisée, et en fonction de ces deux paramètres, automatiquement, la déclaration en ligne va calculer la plus-value ou la moins-value réalisée à ce titre. Mais s'il y a eu plusieurs opérations, on les déclare toutes ? S'il y a eu plusieurs opérations, il faut toutes les déclarer. Les gens qui connaissent pas très bien la déclaration, en fait, peuvent parfois générer plein de petites transactions à quelques centaines d'euros. Ils se retrouvent à déclarer plusieurs dizaines, voire centaines de transactions, ce qui est assez compliqué. Surtout que la déclaration prévoit que 100 cases, donc il y a des petits problèmes pratiques. Oui. Mais théoriquement, il faut toutes les faire. Après, les gens connaissent de mieux en mieux, donc ils essayent d'éviter de générer des sessions imposables au fil de l'année. Est-ce qu'il y a des changements en 2025 qu'il n'y avait pas en 2024 par rapport à l'année dernière ? Alors, pour le régime 2024, ce sera à peu près la même chose. Par contre, pour l'année 2025, il y a un changement majeur et vu les cours, c'est un changement qui va pouvoir peut-être concerner, en tout cas je leur souhaite, quelques investisseurs. On a une contribution nouvelle qui a été mise en place, qui est l'impôt minimum à 20%. On en a pas mal entendu parler. C'est en fait un impôt qui est censé s'appliquer qu'en 2025 aux foyers les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an pour des célibataires ou plus de 500 000 euros pour des couples. Et pour ces foyers-là, cet impôt conduit à faire tendre en fait la flat tax, qui est à 30% normalement, vers 37,2%. C'est un impôt supplémentaire. Voilà, c'est l'impôt, vous savez, politiquement, qui a été vendu comme l'impôt pour combler le déficit. Il est censé s'appliquer qu'en 2025, donc peut-être qu'on n'en parlera pas l'année prochaine. Mais cette année, c'est important de le garder en tête quand on arbitre sur le moment de vendre. Bon, qu'est-ce qu'on risque si on fait mal tout ça ? Est-ce qu'on a encore là aussi, sur ce dossier-là des cryptos, le droit à l'erreur ? Est-ce qu'on a le droit de corriger ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, il y a un droit à l'erreur qui est un peu global en matière fiscale, qui concerne les erreurs commises de bonne foi et qui permet, dans ce cas-là, de bénéficier de réductions sur les intérêts de retard potentiellement. Pour les autres erreurs, c'est plus compliqué et il y a des éléments qui laissent penser que le fisc va être plus vigilant sur les erreurs commises de bonne foi ou de mauvaise foi par les contribuables. Puisqu'avec le projet de loi de finances pour 2025, qui a été adopté tardivement en février dernier, on a eu toute une série de mesures qui sont venues renforcer les pouvoirs de l'administration fiscale pour contrôler spécifiquement les cryptos. Les plus importantes sont l'échange automatique d'informations. Dès l'année prochaine, toutes les plateformes d'échange de cryptos, les brokers, les bourses, vont devoir spontanément déclarer au fisc les historiques des transactions réalisées par leurs utilisateurs. Ça ferait une double lecture finalement par rapport à ce que l'investisseur déclare. Exactement, ça va permettre en fait au fisc de corroborer les informations déclarées quasiment en temps réel, oui. Et à moindre coût pour le fisc, puisqu'il va falloir comparer une déclaration au tableau Excel fourni par les exchanges. Ce qui lève un des obstacles majeurs en fait du contrôle fiscal en matière des cryptos, c'est que c'est long, faut aller chercher partout, faut faire des demandes de communication, d'assistance entre États. Là, ça réduit considérablement le coût du contrôle, donc on peut penser qu'il va y en avoir beaucoup plus. Mais en plus de ça, il y a tout un tas de mesures plus coercitives qui ont été adoptées, des sanctions notamment. On parlait de la déclaration des comptes à l'étranger. Il y a toute une série de sanctions supplémentaires qui viennent d'être ajoutées en cas de non-déclaration d'un compte à l'étranger. Dans le pire des cas, pour des gens qui ne sont pas en mesure de justifier les actifs qui sont passés sur un compte à l'étranger, l'administration pourra, au terme d'une certaine procédure, taxer à 60% la valeur la plus élevée de ces actifs au cours des 10 dernières années, ce qui permet en fait d'avoir une certaine souplesse pour les vérificateurs. Et ensuite, on a quelques éléments plus de procédure qui vont permettre au fisc d'alléger la charge de la preuve dans le cadre d'un contrôle fiscal lié aux cryptos. C'est intéressant ce que vous dites, parce que plus on avance, plus cette fiscalité est punitive. Jonathan. De toute façon, la France est championne du monde en fiscalité. Ça, c'est pas une nouveauté. Et lorsqu'on cherche à innover en France, on innove d'abord de ce point de vue-là, malheureusement. Même si effectivement, il faut renflouer les caisses, c'est toujours un peu dommage de rajouter comme ça des impôts à la dernière minute et on ne sait même pas trop si l'année prochaine, ce sera renouvelé, etc. Donc, c'est pas évident pour l'investisseur français, clairement. En tout cas, ce que je dois rajouter aussi par rapport à ce que vient de dire Alexandre, c'est que nous, chez Stack Inside, justement, on avait anticipé ce que vient de dire Alex, c'est que lorsque les clients sont dans cette démarche de déclaration, ils peuvent télécharger un fichier Excel qui tout simplement retrace tout l'historique de leurs transactions. Et c'est ce même fichier qu'on va donner à l'administration fiscale. Donc il y aura
directement un Après, parallèle. Il n'y aura plus qu'à l'envoyer Voilà. tel quel. Alors, l'envoyer tel quel, ça je laisse Peut-être le Alexandre recopier répondre. en tout Faudra cas, mais peut-être il y le aura recopier, quelque chose etc. de En tout cas, précis. voilà, ils auront tout un historique très précis. Ouais. Et du coup, ça va faciliter la déclaration d'impôt pour nos clients lorsqu'il y a eu une vente, parce que c'est bien aussi de le préciser, c'est que nous, vu qu'on est un compte français, a priori, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas besoin de le déclarer. Il y aura besoin de le déclarer uniquement lorsqu'il y a une plus-value, lorsqu'il y aura du coup une vente de Bitcoin qui aura été faite, lorsqu'il y aura une plus-value réelle matérialisée. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra effectivement déclarer ces gains au fisc. Et ce que je dois dire aussi, qui est important, au cas où il y aurait une incompréhension, c'est que le paiement est un événement taxable. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on paye en crypto, quand on paye en Bitcoin. crypto, quand on paye en Bitcoin ou en crypto, n'importe quoi, effectivement, pour l'administration fiscale, c'est un événement taxable. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens utilisent, et ça, c'est peut-être plutôt à toi, Alex, de le dire, mais est-ce qu'il y a énormément de paiements qui sont faits en France? Est-ce que les gens pensent, et peut-être que tu peux nous témoigner de tes clients si tu peux, nous dire s'il y a vraiment une recrudescence de paiement en Bitcoin et comment est-ce qu'ils envisagent leur déclaration cette année? En tout cas, il y a de plus en plus de moyens qui permettent de le faire, donc ça va arriver, Alexandre. Oui, totalement. Après, la fiscalité, c'est un frein pour l'usage des cryptos en moyen de paiement. Et même la Cour des comptes le notait dans son rapport. La fiscalité, elle est conçue pour encadrer les cryptos comme outil d'investissement, support d'investissement, pas du tout comme un moyen de paiement. Il y a des propositions qui sont faites pour faire évoluer ça, mais aujourd'hui, les paiements qui sont réalisés, c'est plutôt par des personnes qui tentent de passer entre les gouttes, on veut dire. On les comprend en même temps quand on voit ce que ça donne, l'évolution. C'est pas facile de tout comprendre sur ces questions-là. Et pour ça, faut aller à Stackinsat. C'est à Bordeaux, c'est samedi. Tout le monde peut y aller ou c'est complet? Alors, tout le monde peut y aller, on a beaucoup de place, c'est un nouveau lieu, donc c'est à la Cité Mondiale à Bordeaux, parce qu'on était habitué effectivement du casino de Biarritz, et effectivement tout le monde était très heureux de venir chaque année à Biarritz, donc cette année il n'y aura pas de Surfing Bitcoin à Biarritz, mais bien à Bordeaux, à la Cité Mondiale. Vous pourrez voir Alexandre Louremi qui sera également présent pour parler de fiscalité, et justement l'après-midi on sera plus sur justement l'usage et l'utilité au quotidien, donc on va parler de fiscalité, on va évidemment parler des moyens de conservation, on va parler justement du minage, enfin bref, en gros tout ce qui est à vocation à être utile par rapport au Bitcoin. Donc ça va être vraiment une journée complète. À la fin, je pense que tout le monde aura presque un diplôme de Bitcoiner. Alors je sais pas, c'est une idée, on va peut-être pouvoir remettre un document officiel à la fin. Super. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir énormément de pédagogie, l'éducation est prioritaire. Aujourd'hui, on est très fiers d'organiser cette 6e édition. Et vous pouvez vous inscrire, on peut s'inscrire sur le site. Voilà, vous pouvez acheter votre billet donc, sur surfingbitcoin.com à 20 € et c'est remboursé en Bitcoin pour les participants qui ne sont pas encore clients de Stackinsat. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Merci beaucoup, messieurs. Jonathan Ascovici, fondateur de Stackinsat et créateur de Surfing Bitcoin, justement 6e édition, c'est samedi à Bordeaux. Alexandre Louremi, avocat associé chez Orwell. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission et passez une très bonne journée sur BFM Business. Tout de suite, BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.